Bonjour à vous, bonjour Mathieu. Salut, Comment tu vas? très bien et toi? Eh ben, très bien, merci. Heureux de discuter avec toi aujourd'hui. On va aborder un thème précis qui nous a été demandé Ouais, et que bon, tu as l'air d'apprécier un petit peu au sujet de la carrément. nutrition. Ouais, On a quelques questions que les auditeurs nous ont posées. Est-ce que tu te sens d'y répondre? avec plaisir, ça fait plaisir de répondre aux questions que vous nous posez directement. J'en profite pour déjà vous dire que vous pouvez poser vos questions, n'hésitez pas, voilà, c'est un lien qu'on mettra dans la description du podcast ou sur YouTube. Et voilà, c'est un plaisir de répondre directement à vos interrogations et comme ça, voilà, vous aider le plus possible. En tout cas, on va essayer de vous aider au mieux, Répondre simple, efficace et pratique. carrément. Écoute, on démarre avec la première question où on nous demande d'aborder le sujet de la nutrition Ouais, et plus précisément, qu'est-ce qu'on doit manger durant la semaine? ok, C'est très large. ouais. Est-ce que tu saurais faire concis comme réponse? Ouais, concis, je sais pas. En tout cas, je pense que ouais, je peux déjà expliquer les notions de base. En fait, la nutrition, en tout cas quand on s'entraîne pour la performance, bah, les deux vont ensemble, l'entraînement et la nutrition. Et il faut un petit peu réfléchir à sa nutrition, finalement un peu de la même manière qu'on réfléchit à son entraînement, et réussir à lier les deux. Voilà, c'est des sujets que j'ai déjà abordés sur la périodisation de la nutrition, qui est en fait l'idée de toujours anticiper pour vraiment optimiser ses séances et comme on peut l'entendre en anglais, c'est fuel for the work. Vraiment, voilà, apporter les bonnes sources d'énergie pour le travail qu'on va faire et voilà, faire derrière des bonnes séances, bien récupérer, etc. Et puis performer. Donc concrètement, ça veut dire que avant les séances difficiles, donc plutôt tout ce qui est intense, donc voilà, on va dire au-delà du deuxième seuil, enfin même dès qu'il y a des exercices et ou du volume d'entraînement, ça peut être une sortie de 3, 4, 5 heures. Ça veut dire que la veille, il va falloir anticiper cette séance et refaire ses stocks de glucides notamment. Donc, euh, donc voilà, ça passe par le repas du soir, le déjeuner, éventuellement un goûter. Et voilà, derrière faire. Après, toute la nutrition, elle va autour de l'entraînement. Donc, bah, celui qui s'entraîne tôt le matin, peut-être qu'il peut même éventuellement partir à jeun. Tu vois, pour moi, c'est pas interdit. Juste qu'il faudra apporter des glucides pendant sa séance pour quand même faire une bonne session. Mais voilà, si d'un point de vue pratique et organisationnel, on s'entraîne le matin, bah, on peut éventuellement partir à jeun, c'est possible. Si on s'entraîne en fin de matinée, bah, on va pouvoir faire un bon petit déjeuner quand même. Si on s'entraîne le soir, du coup, ça veut dire qu'on va pouvoir recharger en glucides plutôt le matin de la séance. Euh, Éventuellement avoir une petite collation mettons si on part rouler à 18 h, une petite collation vers 15 h. Mais sinon, dans ces cas-là, moi ce que je recommande plutôt, c'est de voilà, faire surtout des glucides sur le vélo. Plus on se rapproche de la séance, plus on mise sur les glucides sur le vélo, quoi. C'est pas au dernier moment qu'on refait ses stocks, ça demande un petit peu de temps. Et c'est pour ça que voilà, sur celui qui s'entraîne le matin, bah, on va surtout dire c'est la journée de la veille qui va compter à partir du midi par exemple. C'est vraiment les 24 heures précédant la séance qui comptent. Donc il faut sortir un petit peu du modèle par défaut, de se dire on compte jour par jour. L'idée, ça va être vraiment de compter 24 heures avant chaque séance. Qu'est-ce qui m'attend? Comment je dois m'alimenter pour réussir cette séance-là? Donc voilà, principalement, du coup, on va jouer sur les glucides. Et derrière, sur toute la semaine, on doit avoir une base qui reste finalement assez stable d'apport de protéines. Voilà, au moins entre 1,5 g par kilo de poids de corps à 2 grammes de kilo de poids de corps. Ça veut dire que pour moi qui fais 60 kg, bah ouais, je dois avoir, allez, j'essaie de viser 120 grammes par jour de protéines. Et ça, c'est quelque chose qui ne change pas, que je m'entraîne 5-6 heures ou que je fasse un jour de repos. Vraiment toujours avoir cette base-là solide qui est super importante. Et les lipides, là, on peut jouer un petit peu, même s'il faut toujours en avoir. Je dirais que le minimum, ça serait 0,5 g par kilo de lipides. C'est vraiment pas beaucoup. Et je dirais que ça vaut pas le coup de descendre plus bas. Euh, 1 à 2 grammes, c'est très bien. Et voilà, éventuellement, si on veut perdre un petit peu de poids, on peut jouer sur les lipides. Mais voilà, toujours garder cette base-là qui, pour le coup, joue, dépend pas de l'entraînement, quoi. Ça, c'est quelque chose qui restera toujours assez stable. Donc voilà pour la nutrition de la semaine. C'est compliqué de rentrer plus dans le détail de toute façon.
Ouais, il y a qu'est-ce qu'on doit manger parce que là, on n'en finit pas. Aborder, macro, micro. Ouais. Et du coup, est-ce que la base de ton alimentation, c'est tes glucides Mm. ou est-ce que c'est tout en globalité que tu dois prendre? C'est ta base, ça va être du coup protéines et lipides qui varient très peu. Ok. Et après, tu joues avec les glucides sans jamais descendre trop bas. Ça ne veut pas dire que si par exemple le lendemain c'est un jour de repos, vous savez que vous n'allez pas faire d'effort physique. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas consommer le glucide la veille parce que le lendemain vous n'allez pas faire d'effort, quoi. Donc il faut quand même garder une petite base de glucides. Voilà, ça peut être allez, 3 ou 4 grammes par kilo de glucides, quoi, ce qui est quand même déjà pas mal. Moi, je pense que ça vaut pas le coup de descendre plus bas quand on s'entraîne vraiment de façon régulière. Après, si on s'entraîne, mettons, 3 fois dans la semaine, peut-être qu'on peut descendre un peu plus bas, mais je pense que ça vaut pas forcément le coup. Et voilà, après, du coup, augmenter les glucides l'éveil des séances intenses, quoi. Et du coup, est-ce que tu dis remonter les glucides? Est-ce qu'il y a une limite haute à un trop de glucides, que ce soit quotidien ou hebdomadaire? Ouais, ça rejoint peut-être une question aussi que vous nous Ouais, avez c'est posée. pour ça que je te pose Sur celle-là. ouais, est-ce qu'on peut, je me souviens plus exactement de la question, je sais C'est pas si tu l'as noté. y a-t-il un risque à manger trop de Hmm, féculents, riz, pâtes, combien par ouais. semaine? Ouais, ce qui revient un peu au nombre de glucides. Bah, la limite haute, honnêtement, si on regarde les champions, par exemple, au Tour de France, des fois, ils vont faire des journées à 20 grammes par kilo de glucides. C'est juste lunaire, c'est énorme. Faites le calcul par rapport à votre poids de corps, mais c'est stratosphérique. Donc, je dirais que voilà, déjà pour arriver jusqu'à là, c'est presque c'est un challenge en soi, quoi. Donc, non, pour moi, il y a vraiment, enfin, il y a de la marge, surtout que ça dépend après la dépense, hein, évidemment. Là, je prends l'exemple d'un coureur du Tour de France. Bon, c'est une dépense qu'on n'a pas en théorie à l'entraînement de son côté. On fait pas la même chose. Donc, voilà, je dirais autour des 10 à 12 grammes par kilo de glucides, c'est déjà pour moi la limite haute. Et aller plus haut, voilà, bon, ça n'a pas forcément d'intérêt, quoi. Est-ce que la limite des féculents, si on Hmm. prend le terme qu'il a utilisé dans sa question, est plutôt pas liée aux fibres que ça va apporter de manger trop de pâtes, trop de riz, ou, Ouais, ou peut-être ça. Parce que, ouais, du c'est coup, vrai. c'est pas les glucides en eux-mêmes qui vont être la Ouais. limite des féculents, mais peut-être plutôt Ouais, autre ouais, ouais, chose. ouais. Après, là, on rentre vraiment dans des questions très pratiques de comment manger plus, quoi. Mais c'est un peu ça, hein. C'est vrai que c'est important d'avoir quand même, quand on s'entraîne beaucoup, beaucoup de glucides et réussir à tenir ça. Et je sais que c'est pas évident pour tout le monde. Donc, effectivement, ça veut dire qu'il faut plutôt privilégier quand même les sources. Voilà, par exemple, prendre du riz blanc plutôt que du riz complet ou ce genre de choses. Parce que c'est sûr que si on doit manger 200 grammes de riz cru complet, ouais, c'est très compliqué, alors que voilà, riz blanc c'est déjà beaucoup mieux et voilà, quand on s'entraîne beaucoup, c'est toujours quand même privilégier ces options plus raffinées, quoi, qui sont pas une mauvaise chose tant qu'on voilà, c'est de l'énergie, c'est comment vraiment optimiser son apport d'énergie pour pas être en déficit énergétique derrière. Donc ouais, ça peut poser une limite, essayer de faire attention à la consommation de fibres au global pour pas exploser, Ouais, et puis simplement. avoir pas mal de soucis dans la compétition aussi. Ah oui, Parce oui. que voilà, les fibres, c'est ce qui va causer pas mal de troubles Ouais. gastro-intestinaux Ouais, quand on va carrément. arriver dans la compétition, quoi. Ouais, ouais. Ah oui, oui, carrément, ça peut vraiment causer des problèmes, même hors compétition, hein. Franchement, les fibres, voilà, il y a plein d'études qui le montrent, c'est indispensable pour la santé, clairement, mais c'est pas le plus le mieux, quoi. Bon, ça vaut pour à peu près tout, je pense, de n'importe quel sujet, voilà, c'est pas le plus le mieux. Il y a un équilibre, voilà, autour des 30 grammes par jour de fibres. Voilà, on est déjà très bien et je pense que ça vaut pas le coup d'aller beaucoup plus. Et clairement, la limite très très haute pour moi, c'est ouais, 40-50 grammes, c'est déjà énorme. Et voilà, ça peut nous alerter sur éventuellement si on a des troubles digestifs au quotidien, des difficultés à s'alimenter. Même ça peut vraiment impacter le sommeil aussi, la qualité du sommeil, l'endormissement, tout ça. Donc voilà, faut quand même faire attention à ça. Et on peut vite arriver à un trop de fibres. Donc ouais, bien choisir pour pas arriver à ça, quoi. Ouais, après, dans ton alimentation, au final, pour éviter ce genre de soucis-là, c'est fais ce qui te... arrête-toi à ta satiété, Hmm. déjà,
Et je pense qu'il y a un gros problème. Enfin, pas mal d'athlètes vont avoir des soucis un peu de trop de fibres et tout ça, mais parce qu'ils soit ils abusent vraiment sur le Mm. régime de 25 tomates par repas, Ouais, ouais, soit c'est surtout qu'ils mangent beaucoup trop par repas et qu'au ouais. final, il Ouais. vaut mieux privilégier des glucides plus Mm. simples, Mm. toujours dans les boissons par exemple. Ouais, ouais, bah, surtout sur le vélo. Et les fibres, ça peut quand même aller assez vite, hein. Si sur le vélo, on consomme des fruits séchés comme des dattes ou des figues, des choses comme ça, la quantité de figues est énorme. Même, enfin, si on s'imagine des figues au format séché, c'est quand même assez petit et on peut en manger énormément. D'un coup, je pense qu'on peut en manger 20. Je pense qu'on y arrive. On peut manger 20 figues fraîches avec l'eau et tout. Là, c'est clairement un auto-challenge. Et du coup, ça peut être un vrai piège à éviter, même du coup en dehors des entraînements. Ça faire attention à tous les fruits qu'on mange, ça peut vite faire des quantités astronomiques de fibres et ça peut être source de problèmes, quoi. Par contre, ça a quand même pas mal d'avantages, Mm. que ce soit vitamines, Ah bah ça c'est sûr. antioxydants, tout ce qui va avec. C'est sûr, on peut pas se nourrir que de sucre en poudre et de riz blanc, quoi. Donc, c'est ce qui peut être une dérive, la dérive inverse qu'on pourrait voir, quoi. C'est toujours un peu le problème sur la nutrition, c'est que des fois, enfin, ou encore une fois, hein, même sur l'entraînement, mais que prendre quelque chose de bénéfique, le pousser à l'extrême en se disant ça va être encore mieux, quoi. Et donc voilà, il y a quand même des limites. Déjà, après, pour revenir même sur cette question de base, enfin, est-ce que trop de féculents, etc. Comment définir le trop, c'est compliqué parce que c'est vraiment individuel, je dirais. Si vous voulez maintenir votre poids, le meilleur repère finalement, c'est de se peser régulièrement et d'équilibrer un petit peu derrière son alimentation par rapport à ça et éventuellement peser un petit peu ce qu'on mange. Je dis pas de manière régulière, mais au moins une ou deux fois, vraiment sur une journée complète, pour vraiment visualiser ce qu'on consomme, que ce soit du coup en quantité de protéines. Comme je l'ai dit, voilà, il faut essayer de viser plutôt 2 grammes par kilo de protéines, quantité de lipides et puis les glucides. Ça donne quand même un bon ordre d'idée générale et derrière potentiellement des pistes d'amélioration, quoi. Si on ne mesure pas, et c'est comme pour l'entraînement, hein, finalement, si on ne mesure pas un paramètre, on ne peut pas vraiment l'améliorer parce qu'on ne l'a pas mesuré en premier lieu. Donc ça, je pense que c'est vraiment... Tout le monde devrait faire ça au moins une fois dans sa vie, je dirais, de compter un petit peu ce qu'il mange pour se rendre compte. Et voilà, des fois, on pourrait peut-être avoir des surprises. Et je pense que c'est vraiment un bon moyen d'apprendre. Et voilà, je dirais pas que c'est à faire toute sa vie au quotidien. C'est vraiment très contraignant et je pense qu'il y a pas d'intérêt à ça. Mais voilà, le faire un petit peu pour vraiment se rendre compte. Et derrière, c'est des choses qu'on garde parce que ça s'oublie pas tant que ça, quoi. Et là, tu parles de compter. Ouais, Tu comptes ce que tu manges. ouais, Est-ce que tu es capable, toi, de compter ce que tu vas dépenser dans ta journée en ouais. calories? Bah ça, c'est compliqué. Pour moi, c'est un peu une utopie, clairement. C'est beaucoup trop complexe. Déjà, on est tous très, très, très différents. Même si on va plus loin, hein, sur les calories qui rentrent, tu dis qu'on est capable de les compter. En soi, c'est pareil, quoi. Quand on creuse un peu le sujet, et c'est pour ça aussi, moi, ce qui m'a aidé à prendre vachement de recul sur tout ça, c'est que quand on creuse un peu le sujet, déjà, on se dit, ce qu'on mange, les industriels ont une marge d'erreur qui est quand même assez importante. J'ai pas les chiffres en tête, parce qu'on n'y a pas pensé avant. J'aurais pu regarder, mais c'est vraiment hallucinant, et quand on refait le calcul, on se dit, putain, ouais, il y a quand même belle marge, quoi. Ouais. Donc, il faut vraiment déjà prendre du recul là-dessus, de se dire, ouais, c'est pas déjà une science exacte en tant que telle, parce que voilà, c'est pas forcément mesuré à la calorie près, au gramme près de sucre, etc. Et derrière, après, on est tous différents dans notre capacité à assimiler les nutriments et assimiler les calories. Donc finalement, je sais pas, 100 grammes, alors des choses très simples, 100 grammes de sucre blanc, tout le monde va les assimiler. Après, les choses plus complexes, mettons si on part sur 100 grammes de noix par exemple, on n'est pas tous égaux sur notre capacité à extraire la même quantité de calories de ces noix-là, quoi. Et du coup, ça rend déjà le comptage de calories ingérées compliqué. Donc première chose, et puis après, bon, bah, compter ce qu'on dépense, là c'est pareil, c'est vraiment compliqué. Bien qu'en vélo, on arrive quand même à avoir un bon ordre d'idée avec les capteurs de puissance. On peut se baser sur du coup les joules qui sont juste tout simplement le cumul finalement de l'énergie vraiment dépensée sur le vélo, mais pas l'énergie comment dire, vraiment l'énergie, Le travail effectué. ouais, voilà, vraiment la puissance mécanique, quoi. Donc ce qui n'est pas la puissance énergétique. qui- voilà, un watt sur le vélo, ça ne nous a pas coûté 1 watt énergétiquement. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais Moi, je vois après,
On a une perte d'énergie C'est- c'est- quand ce que tu as dans ton capteur de puissance qui est montré mm. sur ton compteur, c'est pas ce qu'a produit ton corps. Ton corps a produit beaucoup plus. C'est ça, ouais. Et en plus, tu as perdu tellement d'énergie Ouais. par rapport à ce C'est que ça, tu- on n'est pas tous efficients pareil, quoi. Mm. Je dirais qu'une moyenne, ça serait 25% d'efficience. C'est-à-dire que quand on met 100 watts, en fait, on a dépensé 400 watts pour mettre ces 100 watts, quoi. Donc, du coup, on se rend compte que on dépense beaucoup d'énergie. Et cette énergie-là qui est dépensée, bah, c'est compliqué de la quantifier parce que donc, ce pourcentage d'efficience, déjà, on ne le connaît pas vraiment. On peut l'évaluer, mais pour moi, c'est quand même une mesure qui a ses biais, qui n'est pas si évidente que ça. Et puis, donc, elle dépend de l'intensité, elle dépend des conditions extérieures, elle dépend de plein de choses. Et voilà, vraiment, c'est compliqué. Je sais que la plupart des algorithmes par exemple, Strava, Garmin, etc., ils vont se dire, bon, on va prendre une moyenne, c'est 25%. Et du coup, ils vont vous donner un nombre de calories dépensées, vraiment voilà, l'énergie que vous avez dépensée sur le vélo, qui est basée sur cette équation, mais ce n'est pas une science exacte, très 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 loin de là, parce qu'on n'est pas du tout sûr que vous êtes efficient à 25%. Ça se trouve même à des moments où vous étiez efficient à 15%, des moments à 30%, peut-être en moyenne ça tombe à 25%. Je pense qu'une moyenne globale de la population, on est quand même à peu près juste, mais à l'échelle individuelle, on est quand même assez loin de la vérité. Donc voilà, il y a une source d'erreur des deux côtés. Et bah, clairement, ouais, aujourd'hui, avec ce qui nous est accessible, on n'a pas que ça soit vraiment exactement les calories ingérées et utilisées par notre métabolisme, mais aussi les calories dépensées sur une journée complète. C'est des choses que pour moi, on n'a pas de manière fiable. Pour autant, on peut avoir des ordres d'idées qui sont quand même intéressants et voilà, qui peuvent voilà, vraiment servir juste de base et d'ordre d'idée. Il faut vraiment garder du recul là-dessus et pas se dire que c'est à la calorie près, quoi. Très loin de là. Globalement, je regarde vite fait ce que je mange. Mm. Sur quelques temps, à court terme, je peux peser ce que j'ai plus ou moins mangé. Mm. J'évalue au final ce qui est rentré. Mm. Je regarde le poids, est-ce qu'il s'est stabilisé en fonction Ouais. de ce que j'ai pesé et quelle activité j'ai faite. Mm. Ok, selon cette activité-là, j'ai mangé tant et j'ai perdu du poids. Il Ouais. faudrait que je mange plus. Ouais. C'est C'est pour ça que voilà. conseil simple, quoi. C'est exactement ça. Franchement, tu as tout résumé. C'est pour ça que se peser de façon régulière, c'est quand même important, quoi. C'est quand même important parce que pour moi, du coup, c'est la seule mesure fiable finalement de tout ça, en fait. Parce que c'est quand même assez simple. En gros, si on perd du poids, c'est parce qu'on est en déficit énergétique et que si on prend du poids, bah, c'est l'inverse, c'est qu'on est en surplus énergétique, quoi. Donc finalement, c'est super simple parce qu'en fait, on essaye d'estimer exactement combien on a dépensé ou combien on a mangé et ça, c'est super complexe. Sauf qu'en fait, la balance, elle nous donne déjà la somme de tout ça, quoi. Elle nous donne déjà le résultat finalement. On essaye de comprendre l'équation, mais en fait, voilà, on peut avoir directement le résultat et je pense qu'on peut se contenter du résultat. Voilà, même à court ou moyen ou long terme, pour moi, c'est la meilleure façon. C'est la meilleure façon de gérer son poids si on n'y arrive pas intuitivement. Parce que aussi, une chose, c'est que, après, c'est compliqué, hein, mais avec l'expérience, honnêtement, moi, j'arrive à manger ce que je veux sans problème et je prends pas de poids, quoi. Je me stabilise et puis, bah, voilà, quoi. Donc après, c'est peut-être parce que j'ai de l'expérience, etc. Mais je pense que c'est pas inaccessible. Et en mangeant des bonnes choses, cuisiner, etc. Voilà, pas forcément ultra industriel au quotidien. Ben, finalement, on arrive quand même à bien réguler son appétit et on peut se faire confiance aussi. Tu vois, des fois, je trouve que on se fait pas assez confiance, mais c'est pas facile, hein. C'est Dans vraiment quel plus facile à sens, dire que se faire confiance. bah, sur ses sensations, sur sa faim, sur Ok. voilà, je veux dire, si on a faim, c'est quand même pas normal, en tout cas si on s'entraîne à haut niveau et qu'on veut performer. Après, bon, si on veut perdre du poids, etc., bon, ça peut être des cas un peu, c'est une possibilité, mais je veux dire, pour moi, c'est quand même pas normal et il faut aussi s'écouter là-dessus parce que bah, c'est signe que. Et si du coup tu parles du cas où j'ai faim, Hmm, imaginons il est 14 heures, j'ai mangé il y a 2 heures, je ouais, commence à avoir faim. hmm, Pour toi, c'est quand tu dis pas normal, j'ai pas apporté assez de nutriments hmm, durant mon repas. hmm. Est-ce que je peux prendre un casse-croûte, imaginons un goûter à 14 heures et puis peut-être un à 16 pour réguler justement ça?
Bah, c'est là que c'est compliqué parce que il y a tellement de choses qui rentrent en compte dans la régulation de l'appétit et de ouais c'est vraiment encore une fois c'est encore plus compliqué plus compliqué que ça en a l'air. Parce que bah, maintenant on a quand même plein de produits qui sont ultra comme on dit en anglais palatable, je sais pas comment ça se traduit en français mais très c'est fait pour nous donner faim quoi, Ouais. tu vois. C'est vraiment bon, c'est plus fort que nous. Donc forcément, si on se nourrit de produits ultra transformés, je pense qu'on peut avoir très faim tout le temps et continuer à en manger et sans problème. Ouais, et puis identifier la source de faim aussi, parce que si ça fait 2 heures qu'on tourne en rond et que Ah bah ouais, la seule carrément. occupation qu'on va avoir c'est manger, bizarrement on va avoir faim quoi. Ah mais carrément, carrément. C'est pour ça que c'est quand même plus compliqué. Moi j'aimerais que bah, tout le monde puisse se faire confiance et qu'on n'ait pas besoin de faire attention, de se peser, etc. Je pense que dans un monde idéal, ça serait super. Maintenant, en 2024, je peux très bien comprendre que pour beaucoup de gens, ça soit compliqué parce que oui, on allume la télé, on voit des pubs tout le temps, enfin, on va sur Instagram. Ceux qui regardent un peu des comptes de bouffe, etc. sur Instagram, mais ça doit rendre fou, quoi. Ça doit rendre fou. Si tu ouvres ton Instagram, tu vois que des trucs de bouffe, forcément que t'as faim, quoi. Ouais, ouais. Donc, Et quelle fréquence tu te pèses du coup, tu conseillerais? idéalement, ça serait vraiment le plus régulièrement possible parce que c'est pareil, il y a quand même une variation journalière naturelle. Donc voilà, si on prend juste des mesures de manière très isolée dans le temps, on peut tomber sur un pic ou un très bas qui n'est pas forcément représentatif. À partir de combien c'est significatif de changement entre peut-être une moyenne d'une semaine? Euh, ouais, je dirais que 500 grammes. Je dirais que voilà, en dessous de 500 grammes, c'est pas. Parce qu'après, il y a aussi la fiabilité de la balance qui n'est pas non plus toujours. L'hydratation aussi. Ouais, il y a plein de choses. Donc en dessous de 500 grammes, on tire aucune conclusion pour moi. Hmm. Mais au-delà, on peut quoi. Mais Ok. à regarder aussi selon vos balances. En théorie, ça doit être indiqué la précision, comme pour les capteurs de puissance, on dirait plus ou moins 1 ou 2, 3%. Mais du coup, des fois, voilà, les balances ne sont pas non plus une source de fiabilité 100% quoi. Comme d'habitude, quand on veut s'entraîner, qu'on veut monitorer quelque chose, on prête attention à quel capteur je vais Hmm. utiliser et la balance en fait partie au final. Ouais, ouais, c'est clairement le même principe quoi. Et donc là, on a parlé vachement beaucoup des glucides. Hmm. Est-ce que tu pourrais dire un mot des lipides dans un premier temps? Ouais. Qu'est-ce que, pas qu'est-ce que les lipides? Quelles sont les différentes sources de lipides? Hmm. Qu'est-ce qu'il faudrait apporter? Sous quelle forme, du coup, quels aliments, tu vois? On parle de la globalité et on va sur quel aliment je peux consommer. Est-ce que Hmm. tu pourrais aiguiller là-dessus? Bah, je vais pas non plus trop développer parce qu'après, Ouais, euh, ça peut aller loin. ouais, et puis bon, c'est surtout que j'ai pas non plus de formation en nutrition. Je veux dire, je suis quand même sur ces sujets-là plus autodidacte, etc. Donc tout ce qui touche à la performance, je me sens légitime d'en parler. Après, tout ce qui touche concrètement à voilà, la santé et le détail de la nutrition, je pense que voilà, il y a des personnes bien plus compétentes que moi pour en parler. Après, donc voilà, je peux parler et donner juste, on va dire que c'est mon avis et ça vaut que pour mon avis et pas pour des conseils de santé ou quoi que ce soit. Ça va prendre, voilà, vous en faites ce que vous voulez. On prend du recul sur ça. Ouais, Comme d'habitude aussi, hein. On prend du recul sur tout ce qui est dit. non mais carrément, carrément. Et au final, moi ce que j'aurais à dire, ça serait assez simple. Je dirais que il faut globalement apporter des sources variées, équilibrées et voilà, variées notamment. Et puis essayer de pas non plus trop être influencé par tout ce qui se dit sur Internet, sur la nutrition justement. Je pense qu'on peut aller dans tous les sens et voilà, pas hésiter à prendre du recul aussi et que il n'y a pas non plus et sur les lipides, on peut aller loin et vraiment. Bah, des fois, moi, c'est des choses que je fais plus, mais je sais qu'à une époque, sur Instagram, on suit des comptes de nutrition, ils vont nous dire bah, telle source c'est vraiment un danger pour vous, il faut absolument arrêter de manger du beurre ou arrêter de manger de l'huile de coco. Enfin, Attention le cholestérol. c'est ça, mais ça change tout le temps, ça change tout le temps. Et on peut vite s'y perdre et vite devenir fou. Donc je pense que ça vaut pas le coup, clairement. Parce que pour la santé, on a mieux fait d'avoir une relation saine avec la nutrition et puis de juste voilà, se faire plaisir, manger de manière équilibrée, etc. Que de stresser voilà, parce qu'on a mis du beurre ou qu'on a mis n'importe quoi, je sais pas, comme source de lipides. Et se dire que bah, c'est mauvais et qu'on va avoir des conséquences négatives derrière.
Donc, la plupart de toute façon des problèmes de santé liés à la nutrition, c'est plus lié à une surcharge pondérale plutôt qu'un aliment en lui-même mauvais qui va derrière vous causer des problèmes de santé. C'est pour ça que être actif, se peser régulièrement, etc. Et au final, on a, je dirais, un mode de vie équilibré et sain et on n'aura aucun souci. On peut aussi se faire plaisir sur la nutrition. Donc voilà, je ne vais pas développer plus que ça, je pense, sur les sources de lipides, mais Hmm. on peut clairement se faire plaisir aussi, c'est important. Et je pense que ouais, on a vite fait aussi de peut-être trop psychoter sur la nutrition et de mettre d'un côté les bonnes choses et d'un autre les mauvaises choses, alors que la réalité est mille fois plus nuancée que ça, quoi. Le poison est dans la dose. Ouais, carrément. Et si ça te fait plaisir de boire une cuillère d'huile d'olive, vas-y, fais-toi plaisir une fois, quoi. Toi, tu fais Ouais, pas ça tous les jours. non, ouais, carrément. Carrément, je pense, ouais, il n'y a pas de, il y a pas de mauvais aliments, comme tu dis, c'est vraiment la dose qui fait le poison, quoi. Ouais, se faire plaisir, des bons petits plats, Mm. euh, de préférence fait maison. Mm. Et puis après, si on revient sur la question de base, je pense qu'on a étayé un petit peu le sujet. Mm. On fait des choses simples et on voit ce qui se passe, quoi. On Ouais, monitore les changements. ouais, Donc, les glucides, ça t'apprécie bien. ouais. Comment tu fais ta surcharge avant ta séance, justement? Mm. Est-ce que tu as une méthodologie? Est-ce que la surcharge veut dire plutôt peut-être des aliments riz, pâtes, féculents, tu vois? Mm. Ou est-ce que ça peut se rapporter à des gâteaux? Est-ce qu'il y a un risque peut-être de variation de glycémie, tu vois? Toi, la Euh, surcharge, globalement, alors, sur les courses par étapes notamment, qui on va dire c'est un peu l'extrême de il faut recharger vite entre 2 jours de course par exemple, ouais. parce que là on a quand même des fenêtres qui sont quand même assez restreintes. Là du coup ça peut être vraiment des sources très simples, des bonbons et vraiment simplifier au max la digestion et vraiment apporter des glucides et vraiment se concentrer là-dessus. Après au quotidien, quand on s'entraîne vraiment beaucoup, bah, finalement, des fois, on a un peu la même problématique de fenêtres assez restreintes pour s'alimenter, surtout sur des hauts volumes. Et là, du coup, euh, on peut aller sur des sources assez simples. Après, je dirais que la priorité, quand même, ça reste de faire des repas complets et plutôt se servir de ça comme source de glucides. Donc, voilà, les féculents classiques, des pommes de terre, des patates douces, etc. Et puis, euh, et puis voilà, éventuellement sous forme liquide, c'est possible, même si je miserais pas non plus là-dessus forcément. Ça dépend en vrai, ça dépend vraiment du contexte. En fait, C'est quoi ton avis sur le sucre liquide, on va dire? bah, j'ai pas forcément d'avis. En fait, ça dépend de, euh, pour ça qu'il faut compter, il faut quand même individualiser un petit peu. Mais en gros, mettons qu'on ait besoin je sais pas, 10 grammes par kilo de glucides avant sa prochaine séance, voir déjà si on y arrive avec des repas complets, simples, quoi. Et si on n'y arrive pas, éventuellement, on peut aller chercher Mm. d'autres sources. Mais du coup, pour moi, la priorité, ça reste quand même voilà, de s'alimenter normalement, je dirais. Et après, voir si on a besoin de compléter, etc. Pour ce qui est des pics de glycémie, etc., moi je pense que pareil, ça vaut pas le coup de stresser pour ce genre de choses, les pics d'insuline et tout, c'est pareil. Bon, ça, on pourrait en parler pendant longtemps, mais il y a beaucoup de mythes et d'idées reçues, je pense là-dessus, et c'est clairement moins nocif qu'on le pense. Et on en revient toujours à la même chose pour réguler son poids notamment, bah, c'est finalement la balance calorique et ce qu'on mange plus que ce qu'on dépense qui fera la différence, quoi. Et c'est pas un pic d'insuline qui fait la différence sur si on prend du poids ou non. Euh, Clairement pas. C'est pas, c'est pas, ça marche pas comme ça, quoi. Donc ça serait peut-être plus simple si ça fonctionnait comme ça, je sais pas, mais en tout cas, c'est pas comme ça, quoi. Mais et du coup, une fois qu'on a pris l'avant, Mm. durant la séance, on le répétera jamais assez, le grammage des glucides dans la séance est hyper Mm. important, Ouais. que ce soit pour l'efficacité de ton travail, Mm. la récupération qui suit après. Ouais. Après la séance, est-ce que il me semble que la fenêtre métabolique, c'est pareil, c'est plus ou moins un mythe. Elle arrive en fonction de chacun, 20 minutes, 40 minutes après, et qu'il faut peut-être pas se prendre la tête non plus tant qu'on recharge juste après sa séance.
Ouais. Tu me dis si je me trompe, hein. Ouais, dans l'idée, c'est ça. Il y a quand même, je dirais qu'il y a quand même une fenêtre d'opportunité quand même après les séances. Ça, c'est important. C'est vrai que pour recharger en glucides, alors du coup, si on prend le cas extrême des courses par étapes, de fractionner ses prises, et c'est un peu finalement les mêmes principes que sur la nutrition qui est pendant l'effort, c'est que ouais, pendant l'effort, si on part sur 4 heures et qu'on va dire on est en 100 grammes par heure de glucides, on embarque dans nos poches, mettons 400 grammes de glucides, on va pas les prendre d'un coup, on va faire une pause après les 2 heures, quoi. On va essayer de fragmenter. Bon, pour vraiment bien optimiser la recharge aussi et la resynthèse du glycogène musculaire, parce que c'est ce qui nous intéresse, ça fonctionne mieux quand même si on étale les prises et on aura moins de troubles digestifs. Enfin voilà, d'un point de vue pratique, c'est aussi beaucoup mieux. Donc on pourrait, imaginons, prendre son sachet de Morten en sortie d'épreuve. On Ouais, passe la ligne, hop, on en bidon, on pourrait mettre un Morten dedans ouais, et ouais. qui pourrait t'accompagner sur l'heure qui suit pour refaire tes stocks. Ouais, ou tout simplement un paquet de bonbons. Ouais, Enfin, ok. voilà, ça Ouais. peut être n'importe quelle source de glucides au final. Là, je la liais à de l'hydratation qui est aussi hyper important. Ouais. Tu vois, et surtout que ça va avec pour resynthétiser ton glycogène, il Mm. te faut de l'eau. Donc, Les jus de fruits, hein, pour ça, après l'effort. Alors surtout sur des courses par étapes, on peut aller, et là bon, ça va dans de la micro-optimisation on va dire, mais vraiment sur des sources de jus de fruits qui sont très très riches en antioxydants, qui vont derrière aider la récupération. Du coup, il faut se méfier aussi à l'entraînement. Si on utilise ce type de jus très très riche en antioxydants, ça va avoir un effet quand même négatif sur les adaptations à l'entraînement parce que ça va du coup bloquer tous les radicaux libres qu'on aura créés pendant l'entraînement, et c'est un processus qui participe, on va dire, à la progression sur le moyen le terme. En course, c'est différent parce que la priorité, c'est vraiment de récupérer. On n'est pas là pour progresser. Donc là, du coup, on peut utiliser ce type de jus. Mais voilà, sinon, de toute façon, un jus de fruits assez classique peut très bien faire l'affaire après l'effort pour apporter une source de glucides, quoi. ok. Et protéines après l'effort. Ouais, c'est pareil. Ça, c'est toujours les protéines. Donc déjà, c'est la base qui est quand même très importante pour tous les sportifs pour bien récupérer, bien progresser. Après, le timing compte un petit peu moins. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément besoin d'en avoir après l'effort, ce ne sera pas mieux qu'à un autre moment. Ok. Ce qui compte, c'est juste de respecter ses apports. Quotidien. Et voilà, il y a une étude notamment très récente qui a été publiée sur le sujet où finalement ils ont étudié est-ce que si on prend ces protéines en une seule fois, c'est mieux que prendre ces protéines de façon fragmentée. À une époque, on disait c'est pas plus de 30 grammes de protéines d'un coup, et donc faut fractionner pour arriver à son total de protéines en fonction de son poids de corps. Je le rappelle, autour des 2 grammes par kilo de protéines par kilo. Et au final, donc, dans cette étude-là, ils se sont rendus compte que quand on regarde sur une échelle de 24 heures, en fait, la synthèse protéique va être élevée pendant 24 heures et on va assimiler ces protéines-là, mais du coup sur un temps qui est plus long. Alors que quand on prend 30 grammes de façon fractionnée, on va avoir à chaque fois la synthèse de protéines musculaires qui se redéclenche. Et quand on regarde sur une échelle de 24 heures, la conclusion est identique, quoi. On n'a pas synthétisé plus de protéines quand on fractionne les prises ou quand on prend tout d'un coup. Donc voilà, pour moi, le timing, c'est vraiment pas la priorité. Et ce qui est important, c'est de consommer suffisamment de protéines par jour, quoi. Mm. Et prioriser l'espace disponible de l'estomac, on va dire, Mm, pour les glucides mm. qui sont la priorité de notre carburant au final. Ouais, exactement. Ok. Et est-ce que on a du coup envie d'apporter plus de glucides? Est-ce qu'on peut augmenter nos stocks de glycogène ou pas? Comment ça, tu veux dire par rapport à avant une séance ou Non, avec l'entraînement, je veux dire. Ah, Est-ce qu'il y aurait une méthode miracle qui permettrait d'augmenter euh, les stocks de glycogène? ouais, pas réellement, mais c'est une adaptation à l'entraînement. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on observe chez ceux qui sont très très entraînés et qui vont pouvoir stocker plus de glycogène. Voilà, j'ai plus exactement les mécanismes en tête, mais je sais que c'est des choses qui ont déjà été mesurées. Ouais, Ouais, donc globalement, de toute façon, si on veut plus d'énergie, il faut s'entraîner plus, quoi. ouais, En ouais, fait, le corps s'adapte et c'est ça, on lui impose un stress de consommation de glucides. Tu as exactement. épuisé tes stocks sur une séance parce que ça arrive, Ouais, et bah ton corps va en créer plus. ouais. Autant en emmener plus avec soi, quoi. C'est ça. C'est un mécanisme tout bête, mais voilà, bon, forcément qu'à ses limites, parce que voilà, le glycogène, le stockage de glucides, en fait, s'accompagne d'eau. Donc, c'est quand même très lourd et finalement,
d'un simple point de vue pratique, c'est pas top du tout. C'est pour ça que le corps en stocke de façon très, très limitée. Mais c'est aussi pour ça que c'est normal de prendre du poids avant une course, quoi. Et ça serait même recommandé voilà, de prendre du poids avant une course parce que ça veut dire qu'on a bien fait nos stocks de glucides et ça peut être 2 kilos, voilà, 1,5 kg, 2 kilos. C'est tout à fait normal. Il ne faut pas stresser le matin d'une course de se peser ce jour-là et se dire ah, putain merde, je fais 2 kilos de plus qu'hier, quoi. Au contraire, c'est Ça plutôt, doit accompagner la période d'affûtage. voilà, c'est tout à fait normal et ça sera bénéfique pour la performance, quoi. On a 2 kilos de plus, mais c'est 2 kilos de plus d'énergie. Donc vous inquiétez pas, ceux-là, ils vont vous servir. Et ce qui veut aussi dire que finalement, quand on fait notre effort, on fait notre course, et si on se pèse après notre course, ou même après un effort d'endurance, hein, enfin moi je le vois à l'entraînement, si je me pèse avant et après, je vais perdre du poids, on va se dire, waouh, c'est pas bon, là je suis déshydraté, ça va pas fort. Mais au final, en fait, c'est juste que nos stocks énergétiques se sont épuisés. Donc, forcément, quand on va utiliser nos glucides, notre glycogène musculaire, on va libérer l'eau qui va avec, hein. L'eau, elle ne reste pas dans nos muscles comme ça, sans rien. Et du coup, naturellement, on va perdre du poids. On va utiliser les lipides circulants, les triglycérides. Bah ouais, c'est les grammes. On va utiliser des grammes d'acide gras libre pendant l'effort. Bah, ces grammes-là, c'est des vrais grammes, quoi. Ils comptent. Enfin, je veux dire, si à la fin, on les a plus, quoi, parce qu'on les a utilisés. Donc voilà, c'est normal si on perd du poids aussi pendant l'effort. Et à l'inverse, prendre du poids ou même se stabiliser, au final, c'est pas forcément une bonne chose. Et même prendre du poids, c'est même très dangereux, quoi. Il n'y a personne qui est mort de déshydratation, mais des gens qui sont morts de surhydratation parce que justement ils prennent du poids pendant l'effort parce qu'ils vont boire vraiment beaucoup trop de liquide. C'est des choses qui arrivent, quoi. Donc c'est quand même con, quoi. Mort de surhydratation. Ouais. Ça, écrit sur la tombe, c'est pas fun. Hein. Ah ouais, non, non. Ah non, non, franchement, moi j'aimerais pas, hein. Non, 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 c'est clair que. Ouais. Et on y vient peut-être un petit peu en parlant de surhydratation, déshydratation, l'hyponatrémie est Bah, c'est ça. rencontrée souvent. Bah, du coup, c'est le C'est ça, sujet. c'est que quand on boit beaucoup, finalement, notre taux de sodium dans le sang va diminuer au-delà, enfin en dessous d'un seuil, on va dire trop bas, et ça c'est finalement mortel, quoi. Donc Est-ce qu'on peut supplémenter en sodium? pendant l'effort, ouais, pourquoi pas. Après, pareil, il y a aussi, en fait, c'est des choses qui ont été assumées à une époque, on va dire dans les années 70-80, il faut du sodium pendant l'effort absolument, comme il faut des électrolytes ou pour plein de choses finalement, il y a des choses qui ont été assumées sans réelle preuve scientifique et on se rend compte voilà, depuis les années 2000-2010 que en fait c'est pas nécessaire et que quand on fait des études sur la performance, il n'y a aucun changement, qu'on prenne du sodium ou non. Voilà, le corps humain il a quand même beaucoup de stock de sodium et tant qu'on boit naturellement, c'est-à-dire qu'on respecte sa soif, etc., on n'a aucun risque et voilà, il y a pas de souci. On va perdre du sodium dans la sueur et on va perdre même d'autres électrolytes, mais ce n'est pas un problème et ça n'impactera pas la performance, c'est pas lié aux crampes. Euh, donc voilà, essayer de les apporter pendant l'effort, finalement, ça ne changera pas grand-chose. Moi, je dis toujours qu'il vaut mieux voilà, essayer de les apporter au quotidien dans sa nutrition de façon équilibrée que pendant l'effort. Voilà, si vous voulez combler une carence pendant votre course, c'est trop tard, les gars. Je prends mon ampoule de vitamine D là. Ouais, ouais, Non, non, on reste sur les choses simples. ouais, On carrément. met du carburant, des glucides, on Mm. prend de l'eau. Est-ce que j'ai soif, j'ai pas soif? Est-ce Mm. qu'il est quand même l'heure de remettre des glucides dans le Ouais, moteur? carrément. Et puis voilà quoi. Ouais. Écoute, moi ça a fait le tour de la question des glucides. Ouais. On a juste effleuré le sujet des glucides. Voilà, on sait que c'est un peu plus complexe et on peut aller beaucoup plus trifouiller Ouais. l'alimentation en règle générale. Hein, Ouais. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter là-dessus, d'un Non, point de non, je vue pense que nutrition? non, non, je pense qu'on a fait le tour et je peux pas m'empêcher de dire que ceux qui veulent aller plus loin peuvent aller voir les formations que j'ai faites sur le sujet. Voilà, tu m'as trop tendu la perche là. Je pouvais pas ne pas le dire, mais voilà, c'est vrai que du coup j'ai fait une formation sur la nutrition avant l'effort, comment justement voilà, bien optimiser d'un point de vue pratique sa recharge en glucides, parce que voilà, c'est pas forcément évident. Aussi en déplacement, quand on est sur les gros déplacements en avion ou voilà, simplement juste à l'hôtel, ou, etc. C'est pas toujours évident. Et puis pas comment s'alimenter pendant l'effort, ça c'est une autre formation aussi où voilà, j'essaie de vous apporter toutes les connaissances qu'on a et qui sont utilisées à haut niveau, finalement pour le cycliste qui va préparer sa cyclosportive, voilà, qu'il puisse aussi utiliser, parce qu'on entend beaucoup à la télé, hein, je ne sais pas si tu as regardé un petit peu le Tour de France, mais on entend parfois, ouais, il va prendre tant de grammes de glucides, etc.
Voilà, c'est quelque chose qui commence à être de plus en plus accepté, j'ai l'impression. Après, en pratique, il y a quand même quelques principes à respecter, je dirais, et c'est pas si simple que ça. Donc voilà, ceux qui veulent aller plus loin, savent où chercher, quoi. Et bah écoute, merci pour ce mot de la fin et puis Ouais, avec plaisir. à bientôt. Ouais, à bientôt. Merci Adrien. Merci.